Les royaumes Congo et Luba, culture et société du bassin du Congo jusqu'au XVIIe siècle. Le cœur de l'Afrique est occupé par l'immense bassin du fleuve Congo, une région recouverte en grande partie par la forêt équatoriale. L'histoire de cette région est longtemps restée difficile à reconstituer en raison du manque de sources écrites. Pour connaître le passé de l'Afrique centrale, les historiens s'appuient principalement sur l'archéologie et la linguistique historique. L'étude des langues a notamment montré que l'ensemble des langues bantoues possèdent une origine commune, située au nord-ouest de leur zone actuelle de répartition. Les analyses génétiques indiquent que les pygmées de l'ouest et les populations agricoles d'Afrique centrale descendent en partie d'une même population ancestrale présente dans la région il y a environ 70 000 ans. Vers 20 000 ans avant notre ère, les groupes pygmées de l'ouest et de l'est se séparent à une époque où la forêt équatoriale se réduit fortement. Par la suite, des populations parlant des langues bantoues s'installent dans la région. Elles pratiquent l'agriculture et proviennent des hauts plateaux situés entre le Cameroun et le Nigeria, dans la région des Grassfields. Autour de 3000 ans avant notre ère, des populations parlant la langue bantoue migrent vers le sud, probablement poussées par l'assèchement du Sahara et du Sahel. Les découvertes archéologiques d'Obobogo, près de Yaoundé, montrent une certaine sédentarisation dès 3500 à 3000 avant notre ère, avec des fosses, des céramiques décorées et des outils de pierre. Entre 3000 et 2000 ans avant notre ère, une crise climatique ouvre un vaste couloir de savane au sein de la forêt, facilitant l'expansion rapide des populations bantoues vers le sud. Les traditions orales soulignent également le rôle important des pygmées dans le peuplement de ces nouvelles régions. Cependant, entre les années 500 et 1300, on observe une quasi-disparition des sites archéologiques du Bas-Congo jusqu'au Cameroun. Certains historiens pensent que ces populations ont pu être touchées par des épidémies. À la fin du XVe siècle, le navigateur portugais Diogo Cao atteint l'embouchure du fleuve Congo et découvre le royaume du Congo, dirigé par un roi, le Mani-Congo. En 1485, Diogo Cao revient jusqu'à la capitale, Mbanza-Congo, chargé de présents. C'est le début de relations diplomatiques et commerciales qui dureront jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Le Congo exporte alors du cuivre, de l'ivoire, des tissus de raffia, des peaux de fauve, du miel et des esclaves. L'élite du royaume se convertit progressivement au christianisme et adopte certains usages portugais, comme les titres de Don et de Dona. En 1512, Henrique, fils du roi Alphonse Ier, part étudier à Lisbonne et devient le premier évêque originaire du royaume. Le christianisme se mélange aux traditions locales et donne naissance à un véritable syncrétisme religieux, visible notamment dans les crucifix, avec la stylisation africaine du visage, des mains et des pieds du Christ. Au XVIe siècle, le royaume traverse plusieurs crises, des conflits de succession et des attaques menées par de mystérieuses bandes guerrières nommées Jaga par les chroniqueurs portugais. Avec l'aide des Portugais, le roi Álvaro Ier parvient à repousser les envahisseurs en 1568. Cependant, les Portugais profitent de la situation pour fonder leur colonie d'Angola autour du port de Luanda. Les relations se dégradent progressivement et aboutissent à la défaite du Congo lors de la bataille de Mbwila en 1665. Au XVIIe siècle, la capitale, Mbanza-Congo, est alors une grande ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. On y trouve une cathédrale, 3 églises et un couvent de jésuites. La ville constitue un important centre politique et religieux. Enfin, la culture Congo s'est diffusée bien au-delà de l'Afrique par la traite négrière. Certains mots comme zombie et certains rites du vaudou haïtien trouvent leur origine dans cette culture. Un autre royaume, le royaume de Luba, se développe dans le haut bassin du Congo, sur le territoire du Lualaba. Cette région est particulièrement fertile grâce aux crues du fleuve et à la présence de nombreux lacs et marécages poissonneux. L'aménagement de canaux reliant ces lacs et les cours d'eau nécessite un travail collectif important, ce qui révèle déjà l'existence d'une organisation sociale hiérarchisée. Dès le 7e siècle apparaissent des céramiques décorées. Au 8e siècle, les tombes contiennent des objets de plus en plus riches, armes, parures de cuivre et outils de forgeron. Chez les Luba, comme dans de nombreuses sociétés d'Afrique australe, le forgeron est un personnage prestigieux et même le fondateur légendaire de la dynastie. À partir du Xe siècle, la population augmente fortement. La pêche joue un rôle essentiel dans l'alimentation, complétée par l'agriculture et l'élevage.
Les tombes riches témoignent de l'existence d'une élite héréditaire. Au XIIIe siècle, les rites funéraires évoluent. On voit apparaître des croix de cuivre appelées croisettes qui servent de monnaie. La présence de cauris et de perles montre également l'intensification des échanges commerciaux à longue distance. Dans les savanes situées au sud et à l'est de la Grande Forêt, bien que les populations restent attachées à une certaine autonomie, se développent des royautés sacrées dont l'autorité repose davantage sur le prestige religieux, des réseaux d'alliances et le contrôle des échanges que sur un pouvoir militaire. Ainsi, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'État Luba devient une grande puissance politique. On parle même à l'époque coloniale d'un empire Luba. Sa force ne repose pas sur une armée permanente, mais sur des alliances, un ensemble de mythes, de symboles qui unissent de nombreux chefs autour du souverain. On peut citer le Lukasa, une planche de mémoire où les héros étaient identifiés par des billes de couleur, des sièges royaux soutenus par des figures féminines ou des haches cérémonielles. Voilà. Malgré le manque de sources écrites, l'étude des royaumes Congo et Luba montre que l'Afrique centrale a développé des sociétés complexes, organisées et ouvertes sur de vastes réseaux d'échanges bien avant la colonisation européenne.